Alors je vais vous présenter quelques réflexions sur les inégalités et je ne me donnerai pas la facilité de critiquer les inégalités en disant simplement que l'égalité c'est bien, ce que je crois, et que les inégalités c'est mal. Ce qui me paraît moins évident, puisque chacun d'entre nous est pour l'égalité, mais défend quand même très vigoureusement les inégalités dont il bénéficie. Voilà, donc ayons une vision un peu pascalienne des choses et prudente là-dessus. J'avais écrit un petit livre il y a quelques années qui s'appelait « La préférence pour l'inégalité », montrant qu'en réalité, les acteurs préfèrent l'inégalité que l'égalité dès qu'il s'agit de choisir leur logement, leur mode de consommation, les stratégies scolaires pour les enfants, etc., etc. Et donc, j'essaierai de me tenir au plus loin de ce qui me paraît aujourd'hui une forme désagréable de la vie intellectuelle et politique, qui est l'indignation, la posture, etc. Voilà. Donc, ça me met très mal à l'aise, ce genre d'affaires, donc je préférerais essayer d'être précis. Alors tous nos ennuis en termes d'égalité commencent avec les révolutions démocratiques, puisque jusque-là le monde était assez tranquille, puisque les hommes n'étaient pas égaux, les femmes et les hommes n'étaient pas égaux, nous vivions dans un monde où on pouvait être égal devant Dieu, mais pas égal devant les hommes. Et d'ailleurs, les mouvements sociaux étaient toujours des mouvements religieux, d'une certaine manière, puisque si on interrogeait les inégalités sociales, il fallait interroger Dieu et la nature qui les avaient fondées et voulues. Voilà. Donc, on est franciscain, on est protestant, on fait un tas de choses, mais on est dans un monde inégalitaire. Les hommes sont considérés comme, je dirais, fondamentalement inégaux, et donc ce genre d'affaires subsiste. Je veux dire que l'Inde est toujours dans cet univers, les inégalités hommes-femmes restent dominées par ce modèle d'une inégalité naturelle, etc., etc. Les ennuis commencent avec la Révolution française et la Révolution américaine, les Lumières, parce que nous allons affirmer que les hommes sont fondamentalement libres et égaux. Alors on pourrait disserter et prendre la position de Locke, c'est-à-dire nous sommes égaux parce que nous sommes également libres d'une certaine façon. Et à partir de là, on a un problème avec les inégalités sociales qui deviennent illégitimes ou qui doivent être justifiées. Voilà. Donc le problème qui nous occupe depuis plus de 2 siècles, c'est que les sociétés sont inégalitaires, plutôt moins qu'elles l'étaient avant. Là aussi, elles sont plutôt moins inégalitaires qu'elles l'étaient autrefois, en tout cas dans cette partie de l'Europe de façon évidente, mais les inégalités posent un problème parce qu'elles doivent être justifiées, combattues, lesquelles sont acceptables, inacceptables, légitimes, illégitimes, et il y a des bibliothèques entières consacré à cette question sans cesse. Qu'est-ce qui peut justifier, permettre la critique des inégalités, comment les accepter, les refuser, les combattre, etc., etc. Alors, quand on sort de la Révolution française, donc d'un régime de caste et d'ordre, l'aristocratie, le tiers-état, le clergé, enfin bon, tout ce monde de caste, au fond, caractérisé par le fait qu'on ne change pas, qu'on ne peut pas bouger. On est dans des sociétés qui postulent l'immobilité. C'est la vraie reproduction sociale. On ne peut pas changer de position. On va rentrer dans des sociétés qui vont tout de suite trouver une forme de structuration des inégalités qui nous a dominés pendant plus d'1 siècle, qui est la structuration en termes de classe sociale. Voilà. On quitte les castes pour entrer dans le monde des classes sociales. Au fond, tout étudiant en sociologie dans les années 60, comme je l'étais, qu'il soit marxiste, pas marxiste, lecteur de Raymond Aron, lecteur de Talcott Parsons, etc., pense, lecteur de Marx ou lecteur de Weber, pense que la société est organisée, et la société est composée d'individus égaux, fondamentalement égaux, donc qui peuvent changer de position sociale, mais d'individus qui sont assignés à des positions de classe
déterminés pour l'essentiel par leur rapport au travail. Voilà. Les patrons, les ouvriers, les petits propriétaires, les rentiers, c'est des classes sociales qui fixent l'organisation de la vie sociale. Et dans ce monde de classes, les classes sont on pourrait dire des êtres totaux, puisque la classe est définie par un rapport à l'activité économique, par une identité de classe. Voilà. Les enquêtes montrent que les ouvriers, ça consomme pas pareil que les employés, ça consomme pas pareil que les petits bourgeois, ça n'a pas le même rapport à la religion, ça ne s'amuse pas de la même manière, enfin, etc. Les classes sont des identités de classe. Pour ceux que ça amuse, il y a des livres célèbres là-dessus, notamment ceux des Anglais, parce que les Anglais ont conscience de classe particulièrement vive, puisqu'ils ont gardé un système aristocratique. C'est Richard Hogarth sur... voilà. Un ouvrier, ça se voit tout de suite, ça ne s'habille pas comme un bourgeois, ça ne pense pas comme un bourgeois. Et en même temps, les classes sociales vont structurer la vie politique. Ça, c'est la grande... ce qui prouve la force de cette représentation en termes de classe, c'est que la vie politique, pour l'essentiel dans les pays industriels, c'est-à-dire l'Europe occidentale et beaucoup moins, on le verra éventuellement pour les États-Unis, va être organisée entre une gauche et une droite, c'est-à-dire les représentants des classes dominées, la gauche, l'alliance de la classe ouvrière et de la petite bourgeoisie d'État, pour dire les choses comme ça, et de l'autre côté, les bourgeois, avec les paysans catholiques, flamands, enfin bon, tout ce qu'on voudra, les conservateurs, les bourgeois, et ça se structure comme ça, droite et gauche, autour d'une question, évidemment, qui est la question sociale. Comment réduire les inégalités de classe qui sont des inégalités scandaleuses. Scandaleuses parce que trop grandes, parce que insupportables, parce que contradictoires avec l'idéal d'une citoyenneté homogène. Un ouvrier est un citoyen comme égal à un patron, mais socialement inégal, etc. Donc, je la fais vite, si vous voulez. On a vécu comme ça entre 1880 et, je dirais, 1980. En France, de manière amusante, on sort de ça quand les socialistes arrivent au pouvoir, ce qui est une ruse de l'histoire, comme il y en a plein. Bon, voilà, on vit comme ça. Quand je travaillais, vous évoquez le livre que j'avais fait sur la galère, j'avais travaillé à Seraing. Seraing, c'était... en 1985, c'est le monde de Zola, enfin, je veux dire, on croit rêver. Enfin, bon. Je ne veux pas dire qu'on aimerait vivre dans ce rêve, mais c'est un monde comme ça. Nous, les ouvriers, eux, les bourgeois, c'est comme ça qu'on pense. Notre foot, le leur, enfin, nos curés, les leurs, voilà. Bon. On vit dans ce monde-là. Et ce monde-là a construit un modèle de la justice sociale que j'appelle l'égalité des places. C'est-à-dire que ce qu'on va viser fondamentalement, c'est à réduire les distances, les inégalités, alors j'insiste bien, entre les positions sociales. C'est-à-dire, l'idéal de justice, c'est de faire que grâce à l'impôt progressif, à l'État-providence, au modèle de solidarité, aux protections sociales, aux assurances maladie, à l'école gratuite, tout ce récit qu'en France on appelle d'un mot générique le progrès social, grâce au progrès social, grâce au mouvement ouvrier, aux luttes, aux partis, etc., on va progressivement réduire l'écart qu'il y a entre les plus riches et les plus pauvres. D'ailleurs, à cet égard, l'impôt progressif 1910 en France, c'est-à-dire le taux d'imposition croissant avec les revenus, et la taxation des transmissions, des héritages, font que, oui, ça va bien marcher. Voilà, ça a bien marché. Les inégalités se sont incroyablement réduites entre 1910 et 1990, pour dire les choses très, très globalement. C'est-à-dire qu'on est passé d'un écart entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, qui était de l'ordre de 1 à 7 à 1 à 10, à un écart qui est aujourd'hui dans les pays d'Europe occidentale aux environs de 1 à 4. Hein. Quand vous prenez aujourd'hui encore, dans un pays comme la France, les revenus hors transferts sociaux, les écarts de revenus hors transferts sociaux, c'est 1 à 7.
vous mesurez les écarts de revenus après transferts sociaux, donc impôts, protection sociale, etc., ça devient de 1 à 3,8. Alors on peut dire c'est beaucoup, je suis tout à fait d'accord, mais ça a marché, ça a formidablement marché. Et d'ailleurs, puisqu'on est en France dans les souvenirs de mai 68, il y a quelque chose, quand on voit les sondages sur les années 60, c'est on vivra mieux demain qu'aujourd'hui. On consommera plus. Seb libérera la femme. Hein, enfin, Seb, c'était le fabricant de cocottes minutes et d'appareils électroménagers. On aura plus de voitures, plus de cocottes minutes, plus de vacances, et donc ça va se réduire. Voilà. C'est extrêmement important comme modèle de justice sociale. Ce modèle de justice, évidemment, il est fondé sur la société industrielle et sur deux grands modèles, au fond, qu'explique bien la sociologie durkheimienne. C'est d'une part une vision, comment dirais-je, fonctionnelle de la société, c'est-à-dire au-delà des conflits de classe, ou saint-simonienne si vous préférez, au-delà des conflits de classe, tout le monde participe de la vie de la ruche nationale. Les ouvriers donnent de la richesse, on leur doit quelque chose. Mais les patrons aussi produisent de la richesse et ont des droits. Enfin, c'est l'idée qu'il y a un lien fonctionnel. On est solidaire parce qu'on a un lien fonctionnel. Moi, quand j'étais enfant, je pensais, alors il y a très longtemps, mais l'instituteur nous expliquait que la France était une sorte de ruche qui produisait son blé, son vin, son charbon, son acier, ses voitures, et que tout le monde, au fond, participait de la ruche. Alors, il y avait des grosses abeilles et des petites abeilles, mais tout le monde était une abeille de la ruche, et c'est en tant qu'abeille de la ruche qu'on avait des droits sociaux. Les droits sociaux, d'ailleurs, étaient fondés sur le travail. C'est l'homme travailleur, grosso modo, qui avait des droits, et la femme et les enfants du travailleur avaient des droits parce que l'homme travailleur avait des droits. Le droit à la retraite, ce n'était pas le droit de voyager sur Ryanair en short minable pour aller faire le con dans le tiers-monde. C'était le droit à une vieillesse honorable parce qu'on avait donné à la société une partie de sa richesse et de sa santé. Non mais j'insiste beaucoup là-dessus parce que étant retraité, j'ai beaucoup de mal dans les compagnies low cost. Ou pas low cost d'ailleurs. Bon, voilà, dans cette image qui s'est complètement renversée d'une certaine façon, le droit à la santé, c'est le droit parce qu'on a donné sa santé à la collectivité, etc. Les allocations familiales, c'était les femmes ont donné un enfant à la nation doit quelque chose aux femmes qui ont donné un enfant à la nation. D'ailleurs, je signale de manière très désagréable que les grands progrès de l'égalité sociale, c'est les lendemains des guerres, parce que dans les guerres, ça a quelque chose un effet positif lamentable, c'est que quand on a été pendant 4 ans dans les mêmes tranchées, quand même, ça crée des liens. Voilà. Bon, je ne souhaite pas qu'on remette ça, je le dis tout de suite. Mais voilà, on est dans cette imaginaire national, et l'autre imaginaire industriel, productif, et l'autre imaginaire, évidemment, c'est qu'on est dans des États-nations. Ça, il faut quand même le rappeler. Je suis prêt à payer pour les autres, parce que les autres et moi avons quelque chose de commun, qui n'est plus le fait qu'on est tous des enfants de Dieu, comme dans l'Ancien Régime, mais donc il n'est plus le fait que nous sommes frères, parce que nous sommes les fils du même Dieu. Je laisse du côté la question des filles de Dieu. Mais parce que nous appartenons au même récit national et on fabrique, en même temps que la société est industrielle, elle est nationale, on fabrique un récit national. Je vais payer pour les autres et les autres paieront pour moi parce qu'on est tous des producteurs d'une certaine manière et parce qu'on partage tous le même imaginaire. Quand vous regardez les monuments aux morts en France de la guerre de 14, c'est très très troublant. Ce n'est pas des monuments guerriers, c'est des monuments de martyrs. Ils ont donné leur vie à la patrie. Ce n'est pas du tout l'apologie de la guerre, c'est l'apologie du sacrifice. Bon. Alors, on aime ou on n'aime pas, je sais comme sociologue que la nation, c'est une blague, que ça a été inventé par les États, etc. Sauf que c'est des blagues qui fonctionnent. C'est pour ça, notez que mon constructivisme sociologique est extrêmement limité, car même si j'admets
que l'idée de Dieu, par exemple, est une pure construction sociale, je suis bien obligé de reconnaître que, objectivement, les églises et les croyants existent. Et que cette pure construction sociale, elle a quand même une forme de robustesse non négligeable. Voilà. Et la nation, c'est ça. Donc on est dans ce modèle qui fonctionne sur l'idée d'un voile d'ignorance, pour parler comme ça, élargi. Je paye pour des gens que je ne connais pas. Et des gens que je ne connais pas payent pour moi, de manière à réduire les inégalités sociales. On est dans un modèle aussi qui va être associé à l'idée de lutte sociale, de progrès social, c'est un combat politique continu de réduction des inégalités. Au même moment, les classes sociales vont être dans un espace national. Ça a été le thème, par exemple, du creuset des immigrés. Je veux dire que ça peut vous paraître complètement étrange, mais dans la sociologie française des années 60-70, les immigrés, ça n'existe quasiment pas. Les immigrés, c'est des travailleurs étrangers qui vont devenir des travailleurs français. Alors, il y a ici un pays, l'industrie belge a été faite par des Italiens, qui deviennent d'ailleurs plus patriotes que les Belges, vraiment, hein, qui veulent d'ailleurs fermer la porte aux nouveaux immigrés qui foutent le bordel. Mais d'une certaine façon, ils ont le droit de manger des spaghettis, mais dans leur vie privée. Pour le reste, l'école, le parti, le syndicat va les transformer en Belges. Je ne sais pas si je me... Voilà. Ils deviennent des Belges d'origine qui ont des vagues enthousiasmes de footballeurs pour leurs ancêtres. Mais c'est l'idée que la société, le travail et la nation vont avaler les immigrés. On a aux États-Unis le même thème, qui est le thème qui est beaucoup moins bien fonctionné qu'on ne le dit, du melting pot. Vous devenez un Américain d'origine irlandaise, jusqu'à oublier d'ailleurs que vous êtes Américain. Donc, on a vécu comme ça. On a vécu comme ça, et nos politiques sociales en Europe occidentale ont été fabriquées comme ça par des syndicats, des partis de gauche, des associations, une école, enfin, toute une machinerie qui fonctionnait plus ou moins bien. Au fond, si je peux me permettre cette remarque un peu franco-française, mais le Parti communiste et le général de Gaulle pensaient comme ça. Leur opposition, c'était sur la part des redistributions, mais tout le monde pensait, d'une certaine façon, en ces termes. Voilà. Notamment aussi parce que la bourgeoisie était nationale, ce qui compte. Enfin, c'était des bourgeoisies nationales qui investissaient dans des industries nationales, etc., etc. Alors, ce modèle-là, il s'est quand même épuisé depuis une trentaine d'années, et c'est extrêmement spectaculaire la manière dont il s'est épuisé. D'abord, on a eu pas mal de critiques montrant que cet État-providence, cette égalité des places, bien sûr, elle avait bien fonctionné, mais en même temps, elle n'avait pas fonctionné pour tout le monde. Elle était devenue, dans bien des cas, un État-providence corporatiste. C'est-à-dire que on avait des secteurs mieux protégés que d'autres, des écarts maintenus, des employés à statut, des employés sans statut, enfin, que ce n'était pas quand même aussi formidable que le modèle le supposait. Et quand les places deviennent rares, évidemment, on a des exclus qui commencent à apparaître dans cette affaire. Deuxième changement, évidemment, c'est que ce modèle social va laisser de côté tout un tas d'inégalités. Par exemple, les inégalités hommes-femmes n'ont pas de place dans ce modèle. La seule chance qu'ont les femmes dans ce modèle, c'est de devenir des hommes. C'est-à-dire de travailler comme un homme, d'être salarié comme un homme, de devenir chef de famille comme un homme, ce qui a été d'ailleurs la revendication, mais leurs droits sont dérivés de droits sociaux. Ce n'est pas directement des droits. On pourrait montrer aussi qu'il y a des inégalités qu'on ne voit pas. Les inégalités hommes-femmes
je dirais largement on ne les voit pas. C'est très troublant d'ailleurs de voir que jamais les hommes et les femmes n'ont été aussi égaux qu'aujourd'hui, et jamais les femmes n'ont été aussi énervées qu'aujourd'hui. Ce que je comprends, parce qu'elles se sentent totalement égales, donc très, très fâchées contre les inégalités. Pour employer une image personnelle, ma grand-mère n'était pas très scandalisée par les inégalités hommes-femmes, ma mère l'était un peu plus, ma femme nettement plus, et mes filles, je ne vous dis pas. Voilà, alors que, historique, si je compare leurs positions, évidemment, l'égalité n'a cessé de progresser, en particulier les diplômes, la qualification, etc., etc. Donc, ces inégalités ne se voient pas dans ce système. Les inégalités liées à la discrimination, aujourd'hui, on ne parle quasiment que de ça. Moi, j'ai fait un bouquin avec des collègues sur les discriminations. Quand vous savez ce que c'était les discriminations des 30 glorieuses en Europe, etc., ça se voyait même pas tellement que c'était évident. Enfin, je veux dire, ça discriminait comme étant dans l'ordre des choses. Donc, d'une certaine façon, le modèle de l'égalité des places, qui consiste à réduire les inégalités entre les positions sociales, est un modèle qui efface d'autres inégalités qui ont sans cesse, qui aujourd'hui nous sautent à la figure alors qu'elles étaient dans l'ordre des choses, etc. C'est aussi un modèle assez conservateur, puisque, au fond, il consiste à dire aux gens occupe, garde la position qui était celle de ton père. La promesse que te fait la société, c'est que cette position s'améliorera. Voilà, c'est ça la promesse sociale. Je vais prendre un exemple français, excusez-moi. Je suis frappé de voir à quel point, par exemple, quand l'école française républicaine a été créée autour des figures de Jules Ferry, etc., Durkheim lui-même, que j'ai beaucoup lu sur cette question, la question de l'égalité devant l'école n'apparaît jamais. C'est une question qui n'apparaît pas. Il va de soi que chacun restera dans la position qui lui a été attribuée par la naissance. Ça va de soi. Ce qu'on dit simplement, c'est que si un enfant du peuple est particulièrement doué, la nation doit le promouvoir au bénéfice de la nation, pour en faire un sous-officier de la République, voilà, un instituteur, un gendarme, etc. Mais pour le reste, et quand j'étais à l'école élémentaire il y a très 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 longtemps, l'instituteur disait « Si vous travaillez très bien, vous allez grimper, mais les autres, rassurez-vous, votre situation s'améliorera parce que le progrès social y veillera. Tu seras ouvrier comme ton père, tu seras paysan comme ton père, mais tu vivras mieux que ton père, parce qu'il y aura plus d'égalité, plus de protection sociale, des machines plus performantes, plus de tracteurs, etc. etc. » Donc, ce n'est pas du tout un modèle de la mobilité. C'est un modèle qui dit on joue sur les positions sociales. L'idéal, c'est de réduire les inégalités de position. On pourrait dire qu'il y a des ambiguïtés. Par exemple, les syndicats ont très longtemps défendu les augmentations de salaire au pourcentage. Je rappelle qu'on n'est pas si clean que ça dans ce genre d'affaires. Par exemple, l'ingénieur qui gagne 4 000 € sera augmenté de 4%, et l'OS qui gagne 1 000 € sera augmenté de 4%. Faites le calcul, il y en a un qui est augmenté 4 fois plus que l'autre. Voilà, bon. Et la CGT, Parti communiste, défendait ce modèle au nom de la solidarité de classe. Enfin bon. Vous voyez, c'était pas si simple, et ce modèle a été très très critiqué. Il a été très critiqué parce que, au fond, et c'est le deuxième point de mon raisonnement, la société qui le portait n'est plus là. C'est ça, le grand déclin du modèle de l'égalité des places, au fond, c'est qu'il était porté par des sociétés industrielles nationales et que nous ne vivons plus dans des sociétés industrielles nationales. Alors je laisse de côté les topos un peu convenus, mais pas complètement, sur la globalisation, la mondialisation, le fait que les ouvriers européens sont en concurrence avec des ouvriers tout aussi efficaces en tout cas, mais payés beaucoup moins dans d'autres pays, et que donc ça se désindustrialise, que, bon, bien sûr, toute la rhétorique qui aujourd'hui consiste à dire il y a une cause et une cause unique à tous nos malheurs, c'est le néolibéralisme, la mondialisation, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais je crois qu'on n'a pas assez bien vu la transformation
de notre régime d'inégalité. Quand vous êtes dans le régime d'inégalité de classe, au fond, l'expérience des inégalités est une expérience collective, relativement homogène et pas véritablement blessante. Moi, j'avais fait des enquêtes auprès d'ouvriers il y a très longtemps qui disaient « Moi, je me sens l'égal de tous et les inégalités qui m'affectent sont des inégalités qui me sont extérieures, c'est-à-dire le capitalisme, les patrons, etc. Mais moi, je suis l'égal de tous. Je ne suis pas plus bête qu'un autre. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Bon. Ma dignité est préservée parce que l'inégalité est une expérience collective. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes rentrés dans un régime d'inégalité qui est complètement différent et que j'appellerais le régime des inégalités multiples. C'est-à-dire que chaque individu n'est pas défini par une inégalité socio-économique fondamentale, qui est son inégalité de classe, et qui, au fond, dans laquelle s'agrègent toutes les autres inégalités. C'est mon inégalité de classe qui va déterminer mon rapport à la politique, mon rapport à la religion, mon rapport à la consommation, mon rapport à la culture, etc. Ce que démontrait, c'est la sociologie de Bourdieu, au fond. Hein, je ramène, et à la fin, j'ai le champ économique. C'est quand même le champ économique qui va déterminer ce qu'il appelle le capital culturel, le capital social, etc. Bon. La sociologie est assez facile. Je signale d'ailleurs que pour les sociologues professionnels, c'est aussi que l'outil statistique est assez grossier. Donc, et que la nature de l'outil statistique produit cette image. Aujourd'hui, nous sommes dans un régime d'inégalité qui est très différent parce que, sauf pour les très très riches qui accumulent tous les capitaux, ils sont riches, ils sont grands, ils sont qualifiés, ils sont beaux, ils sont chics, etc. C'est vrai. Et c'est les très pauvres, alors qui sont moches, qui sont bêtes, qui sont pauvres, qui sont nuls. Enfin, il y avait un film en France qui avait eu un énorme succès qui opposait les groseilles et les lequénois. Je ne sais pas comment ça s'appelait. Voilà. Sauf si vous êtes groseille et lequénois, vous êtes toujours dans le monde de Marx, au fond. Mais le problème, c'est que la plupart des gens ne sont ni groseilles ni lequénois. Ils sont dans des régimes d'inégalité multiples. Alors je vais prendre un exemple extrêmement simple pour me faire comprendre. Quand vous êtes dans le monde de classe, vous avez au fond, si vous prenez la transposition de ce monde de classe sur le monde scolaire, vous êtes dans un monde extrêmement simple que j'ai connu. Il y a les gens qui font des études secondaires et supérieures, grosso modo, les bourgeois, plus quelques héros qui ont pu se glisser chez eux, et vous êtes, de l'autre côté, à 16 ans, vous êtes au travail, vous êtes dans les jeunesses populaires. Bon. On a plein d'enquêtes qui montrent que ce n'est pas vécu comme une humiliation, d'ailleurs, par les jeunes des jeunesses populaires. Le monde est ainsi fait. Aujourd'hui, si vous prenez le monde scolaire, il est plus dominé par ce clivage. Ceux qui font des études et qui sont des bourgeois et ceux qui n'en font pas. Vous êtes dans un monde, en tout cas en France, dans lequel tout le monde va à l'école, tout le monde y va très longtemps, et dans lequel des inégalités fines ont remplacé les inégalités structurées en termes de classe. Par exemple, ma position scolaire, elle est définie par ma filière, mon établissement, la langue rare que j'étudie, et donc je ne vais plus me définir dans un grand clivage ceux qui font les études et ceux qui n'en font pas, mais par des petits clivages infinis. Et d'ailleurs, d'autant plus douloureusement vécus, qu'ils sont proches de soi et infinis. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Hein. Oui, je suis au lycée, mais pas dans la bonne filière. Oui, je suis au lycée, mais pas dans la bonne... pas dans le bon établissement. Si vous prenez le rapport à la culture, pendant très longtemps, c'était simple, c'était le monde classique de la classe de loisirs, pour parler comme ça. C'est-à-dire, en haut, on aime l'opéra, la grande littérature,
Voilà. Et en bas, on aime l'accordéon, le roman feuilleton, etc. etc. Bon. Aujourd'hui, quand vous prenez les gens, la plupart sont omnivores, pour parler comme les sociologues. C'est-à-dire qu'ils vous disent, moi j'aime beaucoup l'opéra et le rock, la bande dessinée et la grande littérature. Ça c'est... Il y a un grand livre de Bourdieu qui est La Distinction. Au fond, la distinction, c'est que dans une société de culture de masse, vous êtes sans cesse obligé de vous distinguer des autres pour assurer votre position. Donc, votre ennemi, il est au plus près de vous. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Alors que dans le monde tranquille de Balzac et de François Mauriac, vous êtes bourgeois, vous êtes ouvrier. Et ça change l'expérience. Parce que quand vous êtes dans le vieux monde, par exemple sur l'école, ben, vous laissez jouer votre origine sociale. Nous, on n'est pas fait pour l'école, on ne réussira pas, sauf si le petit est très doué. Nous, on est fait pour l'école, on réussira, quoi qu'il advienne. Aujourd'hui, quand j'observe les conduites des parents d'élèves, y compris dans les milieux populaires, les parents d'élèves ne font plus du tout confiance à Bourdieu, c'est-à-dire à l'habitus, ils se comportent comme des coachs. Il faut qu'il apprenne à lire plutôt que les autres, il faut qu'il ait des machins, il faut qu'il ait des loisirs intelligents, etc. Et les classes populaires sont à la remorque de classes supérieures qui veulent sans cesse créer de la distance parce que l'égalité les menace. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Bon. Idem pour le logement. Idem pour un tas de pratiques qui fait qu'on n'est plus installé dans des positions de classe, mais dans des politiques, dans des critères multiples. Alors je vais prendre des exemples, c'est que l'expérience des inégalités, c'est je suis inégal en tant que. Par exemple, je suis égal en tant que femme cadre, mais inégal en tant que femme. Je suis égal en tant que retraité riche, mais inégal en tant que retraité riche vivant dans un territoire abandonné. Je suis égal en tant que jeune qui réussit à l'école, mais pas égal parce que le jeune qui réussit à l'école est aussi d'origine immigrée et subit des discriminations diverses. Donc vous avez une sorte d'exacerbation du sentiment d'inégalité, je voudrais bien me faire comprendre, alors même que bien des inégalités se sont réduites. Pire, si je peux me permettre ce vieux raisonnement conservateur que je suis désolé de reprendre à la Tocqueville, mais plus nous nous affirmons comme égaux, plus les inégalités deviennent intolérables. Et de ce point de vue-là, la destruction de l'ancien modèle, c'est le triomphe de l'égalité. C'est parce que nous nous vivons comme potentiellement égaux, ayant le droit d'être égaux, que toute la sociologie, 80% du travail des sociologues, qui est d'ailleurs de ce point de vue-là un peu routinier, consiste à prendre une inégalité, à la mesurer, et chaque sociologue qui n'a pas d'imagination devient le spécialiste d'une inégalité. Alors les grands, les gros, les boches, les moches, les... J'ai peut-être des travaux sur c'est mieux d'être beau que moche. Ouais. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Chacun peut en faire l'expérience pour les autres. Bon. C'est mieux de vivre. Et donc, on va avoir un système d'inégalité qui va changer on va changer de perception. Et au lieu d'avoir l'image que les inégalités forment une structure, qui était l'image de classe, qui était à dominer, on est dans l'image d'inégalités qui sont des systèmes d'agrégation d'inégalités fines. Je ne sais pas si je me suis bien... Je vais prendre un exemple pour bien me faire comprendre. Quand vous êtes dans l'ancien monde scolaire, les bourgeois ont leurs établissements, les pauvres ont leurs établissements. Grosso modo, il y en a qui bougent, mais pas beaucoup. Bon. Quand vous êtes dans une école démocratique de masse, les inégalités sont le produit de l'agrégation de petites inégalités tout au long du parcours scolaire. Alors, vous avez une inégalité initiale qu'on peut mesurer à 4 ans entre le gosse de riche et le gosse de pauvre, pour dire les choses comme ça. Mais cette petite inégalité, elle va être sans cesse retravaillée. Par exemple, le riche, il va dans des établissements
où les gosses sont meilleurs, donc ça va le tirer vers le haut. Le pauvre, il va dans des établissements où les gosses sont moins bons, ça va le tirer vers le bas. D'ailleurs, les parents le savent et veulent éviter. Bon. Le riche, il a des enseignants plus expérimentés. Bon. Le pauvre, moins expérimenté. Quand le riche et le pauvre ont le même dossier scolaire, le conseil de classe est plus optimiste pour le riche que pour le pauvre. Bon. Et à la fin, cette petite inégalité, c'est ça que je voudrais faire comprendre, cette petite inégalité initiale va devenir une grande inégalité finale. Je vais donner un exemple. Imaginez que vous ayez deux classes sociales, les riches et les pauvres, pour rester comme ça dans un monde simple, les riches réussissant leurs examens dans 80% des cas, les pauvres dans 50% des cas. L'inégalité, elle n'est pas très grande. 80, 50, même à 50, ça vaut le coup de jouer. Voilà. Ce n'est pas une très grande inégalité. Imaginez que vous ayez une première épreuve sélective à 15 ans. Il vous reste 80 riches, 50 pauvres. Que vous en ayez une à 16 ans. Il vous reste 64 riches, 25 pauvres. Une à 18 ans. Il vous reste 80% de 64, 50 riches, 12 pauvres. Une à 20 ans. Il vous reste 40 riches et 6 pauvres. Une à 22 ans, il vous reste 32 riches et 3 pauvres. L'inégalité initiale a été reproduite. On peut refaire ça sur la santé. On peut refaire ça sur un tas de domaines. On peut même avoir des paradoxes. Le cas des filles, qui est très intéressant. Les inégalités entre les sexes se sont réduites fortement, mais les inégalités de genre se sont maintenues très fortement, et peut-être même d'autant plus fortement que les inégalités de sexe ont été réduites. Alors tout ça peut paraître un peu métaphysique. Je donne un exemple. Les filles réussissent mieux à l'école que les garçons. Nettement mieux que les garçons. Au point d'ailleurs qu'on commence à se demander s'il ne faudrait pas séparer les garçons et les filles pour que les garçons quand même aient un peu plus le moral qu'ils ne l'ont. Bon. Mais ensuite, cette égalité-là va se heurter à des inégalités de genre, la maternité, les rôles familiaux, etc., qui fait que vous observez aujourd'hui un double phénomène. D'une part, une égalité croissante, malgré tout, des hommes et des femmes dans le monde professionnel. Le différentiel non expliqué donc, de la discrimination, c'est 10%, c'est beaucoup, mais c'est 10%. Mais en revanche, une genrification des activités professionnelles incroyable. C'est-à-dire que les femmes n'étaient pas médecins, elles rentrent dans la médecine, elles deviennent majoritaires. Dans 20 ans, il n'y aura plus que des femmes. Voilà. La justice, pour le cas français. Si on ne trichait pas dans les concours de recrutement des magistrats, il n'y aurait pas d'hommes. C'est embêtant parce que les criminels, c'est des hommes. L'enseignement, évidemment, etc. Donc, vous avez des mécanismes qui sont plus directement des mécanismes de classe, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, qui sont des mécanismes de multiplication des inégalités. Et cette expérience-là, évidemment, elle va complètement saper le support social du vieux modèle de l'égalité des places. Et elle va d'ailleurs produire, mais ça serait un autre thème, des sentiments quelquefois pas très sympathiques. Parce que dans ce modèle-là, ma tendance à considérer que tous les autres sont des adversaires est une tendance qui peut se manifester. Et donc on va glisser vers un autre modèle de justice sociale, qui est l'égalité des chances. C'est très très troublant de voir que quand vous dites dans un débat public égalité, les gens pensent spontanément égalité des chances. C'est-à-dire que l'idéal d'une société immobile, entre guillemets, si vous voulez, dans laquelle chacun reste à sa place, mais les places vont être réduites, les écarts de place vont être réduits, on passe à l'idée que la justice sociale, c'est que chacun ait le droit d'accéder à toutes les positions sociales, aussi inégales soient-elles, en fonction de son mérite. Si je prends le cas de l'école, c'est très net. L'école ne cesse de marteler, tout le monde a le droit d'y rentrer et de prétendre faire ses études dans la meilleure faculté de Louvain.
C'est ça l'égalité. Mais ce n'est pas de mettre en cause la hiérarchie entre les positions sociales. C'est un modèle sportif, au fond. Le sport nous fascine pour un tas de raisons, mais en particulier parce qu'il crée des compétitions dont le résultat n'est pas contestable à partir de la compétition même. C'est-à-dire que c'est Djokovic qui a gagné le match. Voilà. Il le mérite. Je signale d'ailleurs que les sondages d'opinion trouvent que les salaires des patrons sont scandaleux, mais celui d'Eden Hazard, pas du tout. Quand même troublant. Parce que même le patron pervers produit peut-être plus de richesse qu'Eden Hazard. Mais moins de plaisir, mais plus de richesse. Mais ce qu'il y a, c'est que Eden Hazard, il est bon, ça se voit. Ça ne se conteste pas parce qu'il est arbitré comme les autres, etc., etc. Donc on va glisser vers un modèle qui est l'autre modèle qui était très présent aux États-Unis, qui consiste à dire la justice sociale, ce n'est pas l'égalité des places, c'est l'égalité des chances d'accéder à toutes les places. Et le modèle de justice qui va en dériver repose évidemment sur, l'affirmation que nous sommes tous égaux au départ, qui devient une affirmation de plus en plus forte, enfin c'est le triomphe de Tocqueville, la démocratie triomphe, et deuxièmement sur une sorte de fiction statistique, la société juste n'est plus la société qui a réduit les écarts entre les positions, la société juste, c'est celle qui aurait la plus grande mobilité sociale, c'est-à-dire dans laquelle tous les individus, indépendamment de leur naissance, pourraient accéder à toutes les positions sociales en fonction de leur mérite. Voilà, on est passé vers ce modèle de justice. En tout cas, c'est très spectaculaire de voir comment ce modèle de justice, qui était extrêmement faible il y a encore 30 ans en Europe occidentale, est devenu le modèle dominant. Et l'image que nous avons des inégalités n'est plus l'image de l'exploitation du travailleur qui fait que le travailleur avait des droits de tirage sur la société. L'image cardinale des inégalités, c'est la discrimination. C'est le fait qu'on n'est plus traité, qu'on n'est pas traité de manière équitable dans une compétition. Quand je demandais à mes étudiants il y a 20 ans quelles sont les grandes inégalités, ils disaient les patrons, les ouvriers, maintenant ils me disent tous les minorités sexuelles, les hommes, les femmes, ils ont tous en tête l'image de groupes discriminés. Le quartier populaire est perçu comme le quartier où on est discriminé, où on n'a pas les mêmes chances que les autres. On dit beaucoup moins ils vivent mal et sont pauvres qu'ils n'ont pas les mêmes chances que les autres d'accéder à toutes les positions sociales. Et donc la fiction que nous avons en tête est une fiction statistique dans laquelle on dirait que l'école juste n'est pas l'école qui a le moins d'écart entre les meilleurs élèves et les moins bons, notamment en levant le niveau des moins bons. L'école juste, c'est l'école dans laquelle on verra que au niveau de la grande réussite, il y a un taux de femmes, d'enfants issus de l'immigration et d'enfants de classe populaire équivalent au taux qu'ils occupent dans la société. C'est très troublant d'ailleurs de voir à quel point ça crée un tropisme élitiste. Moi je viens d'un pays dans lequel on dit l'école est injuste parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants d'immigrés à l'école polytechnique et à l'école normale supérieure. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en aurait beaucoup plus, il n'y en aurait pas beaucoup non plus, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves. En revanche, que dans le lycée professionnel qui s'appelle toujours Pablo Neruda, de la banlieue populaire du nord de Paris, il y ait 100% d'enfants issus de l'immigration, tout le monde s'en fout. Parce qu'on va juger de l'équité à partir de l'accès à l'élite. Un reproche d'ailleurs que vient de faire Nancy Fraser au mouvement, à une certaine catégorie du mouvement des femmes, c'est d'être extrêmement sensible au sort des femmes trop peu présentes dans les conseils d'administration des grandes entreprises, ce qui est juste, mais assez indifférente au sort des caissières dans les supermarchés, où elles sont quand même nettement plus nombreuses, si je peux me permettre, que dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Donc, on a un tropisme élitiste. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Hein. Le tropisme, c'est que la société est un système d'inégalités multiples et qui, au terme d'une distillation fractionnée, empêche tout le monde d'accéder équitablement là-haut. Et donc, on va changer complètement de modèle politique, de social. On va d'abord cibler, on va quitter des politiques universalistes, si je peux me permettre, pour passer vers des politiques spécifiques. Alors, je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais en France, c'est tout à fait étonnant. Je veux dire, on identifie les travailleurs sociaux, on identifie un problème social et crac, on crée un dispositif. On est une machine à produire des dispositifs. Alors les décrocheurs, les harcelés, les harceleurs, l'école française est une machine à dispositifs multiples. On identifie un problème, une inégalité, crac, on crée un dispositif pour compenser l'inégalité. On va en même temps avoir une interprétation générale des inégalités en termes de discrimination. C'est-à-dire, au fond, c'est dans le regard des autres, plus que dans la structure sociale, qui aurait la cause majeure des inégalités, ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Et donc, on va vous expliquer que si vous changez, que si vous créez de l'écriture, là je vais apparaître comme un vieux machin très réactionnaire, mais que si vous créez de l'écriture inclusive, vous allez changer les inégalités hommes-femmes. Bon. Je signale qu'il y a des langues dans lesquelles le genre neutre est extrêmement dominant et que les inégalités hommes-femmes s'y portent parfaitement bien, je le signale au passage. Voilà. Mais c'est cette idée, au fond, que l'interaction l'emporte sur la structure. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et donc les travailleurs sociaux vont devenir très centrés sur l'acteur, le sujet, ses projets, etc., etc. Donc on a un modèle de justice qui se transforme profondément et qui a cet inconvénient pour une vieille conscience de gauche traditionnelle, c'est qu'au fond, il n'interroge pas les inégalités de position. Hein? Le modèle de l'égalité des chances, c'est que, au fond, l'idéal, c'est que les inégalités de position seraient justes parce que tout le monde aurait eu le même droit, la même capacité d'accéder à ces positions inégales. Ce modèle-là, je crois qu'on peut le critiquer parce que d'abord, c'est un modèle qui ne met pas en cause, non seulement qui ne met pas en cause les inégalités de place, mais qui peut les justifier. Alors on a des enquêtes internationales extrêmement intéressantes là-dessus. Ces enquêtes ISSP, bon, qui ont cet avantage de poser la même question à des milliers de gens dans des sociétés différentes. Et vous posez deux questions. Les inégalités de votre société vous semblent-elles intolérables? Bien. Et l'autre question, c'est est-ce que vous pensez que dans votre société, le mérite est reconnu? Et plus les gens pensent que le mérite est reconnu, moins les inégalités leur paraissent intolérables. C'est la grande énigme américaine, je dois dire. Les Américains ont un écart de Gini d'inégalité 2 fois supérieur à l'Europe occidentale, et les Américains pensent que les inégalités sont beaucoup plus tolérables que ne le pensent les Norvégiens. Quand même, Et deuxième observation, évidemment, quand ils disent « je crois que le mérite est reconnu », c'est une croyance, ça n'est pas un fait, parce que plus les inégalités sociales sont fortes, plus la mobilité sociale est faible. Donc vous êtes dans un système, quand même, qui est très étrange, qui postule que la justice, c'est l'égalité d'accéder à toutes les places. Plus vous y croyez, plus vous trouvez que les places ne sont pas contestables. Et c'est une croyance. Pour quelle raison? Parce que, bien évidemment, vous avez un effet de structure qui fait que quand vous êtes dans une société assez égalitaire comme la France ou la Belgique, en réalité, la mobilité sociale fine, pas la mobilité sociale qui fait que l'enfant du quartier le plus défavorisé va se retrouver en haut, mais la mobilité sociale qui fait que l'enfant d'ouvrier devient employé qualifié, que l'enfant d'employé qualifié devient enseignant, etc.,
cette mobilité sociale fine est beaucoup plus forte quand les inégalités sont faibles que quand les inégalités sont fortes. On le comprend tous, c'est plus facile de grimper des toutes petites marches que d'en franchir de gigantesques, très spectaculaires, mais difficiles à passer. Donc, on est dans un système qui est qui d'une certaine façon ne met pas en cause les inégalités. Je voudrais bien insister là-dessus. Et je suis frappé de voir à quel point cette manière de penser s'est complètement imposée. Les discriminations, c'est la grande inégalité. Bien sûr, c'est une inégalité, je ne conteste pas. L'égalité des chances, etc. Deuxième critique qu'on peut faire, c'est que ce modèle postule très largement que dans une société d'égalité des chances, les individus sont responsables de ce qui leur arrive. Avec un raisonnement d'ailleurs qui est le raisonnement des vainqueurs. Je suis rentré à l'école, j'ai gagné le match, venez pas me casser les pieds. Je mérite ce qui m'est arrivé. Et alors en France, c'est tout à fait extraordinaire, le diplôme reste une sorte de certificat de sainteté. Je veux dire, j'ai réussi mes études, donc je mérite mon fric. Enfin, bon, voilà. Les Américains ne le pensent pas, enfin c'est un peu compliqué cette histoire. Après tout, pourquoi pas ? Mais le problème, c'est que plus vous affirmez qu'au terme d'une compétition équitable, les vainqueurs méritent leur succès, plus vous affirmez implicitement que les vaincus méritent leurs échecs. Et donc vous avez un mécanisme, c'est l'objet du bouquin que j'essaie d'écrire, un mécanisme assez horrible parce qu'il crée du ressentiment. Si on me conduit à penser que je suis responsable de mon échec, pour me laver de la responsabilité de mon échec, je dois l'attribuer à d'autres qu'à moi-même, et notamment à me démarquer des plus pauvres, des plus minables et des plus malheureux que moi. Nietzsche a dit des choses là-dessus un peu définitives. Autrement dit, si vous me conduisez à penser que je n'ai pas réussi parce que je n'ai pas d'ambition, parce que je n'ai pas la vertu, parce que je n'ai pas le mérite, etc., etc., je vais passer dans un système qui aujourd'hui est quand même très en valeur politiquement, qui est la haine des autres, la haine des pauvres, la haine des étrangers, qui consiste, pour prendre le titre de ce vieux livre anglais, à blâmer les victimes. Et vous constatez bien sûr que ce modèle a triomphé politiquement avec Margaret Thatcher, avec Ronald Reagan, avec Trump. Trump explique aux gens que la cause de leur malheur, c'est que les Noirs bénéficient de choses dont il est scandaleux qu'ils bénéficient. Ce qui se passe en Europe a quand même de quoi nous inquiéter très très lourdement. Accuser les riches, ça fait du bien, mais ça sert à rien. Accuser les pauvres, c'est quand même... voilà. Et vous êtes dans une logique du ressentiment, dans une logique de la détestation des autres pour échapper au mépris de soi. Enfin, je ne sais pas si... Mais il faut comprendre. Alors, il suffit pour vous en convaincre, vous ouvrez votre ordinateur et vous laissez s'y épancher la haine, la méchanceté, la connerie, etc. Autre changement, évidemment, c'est que dans le modèle de classe, de l'égalité des places, vous vous battez contre un adversaire social. Dans le modèle de l'égalité des chances, vous n'avez plus d'adversaire social. Donc vous vous battez soit contre le système, alors on peut le dire, je manifeste contre la mondialisation, le système et la finance. Le problème, c'est que je ne sais pas où manifester exactement. Parce que c'est comme l'univers de Pascal, c'est à la fois partout et nulle part. Enfin bon, c'est quand même très difficile à identifier. Donc vous avez un adversaire qui se dissout. Vous ne savez plus contre qui vous battre. Je ne sais pas si on me fait comprendre. Donc ça devient un adversaire bouc émissaire. Je veux dire, le cas quand même, je vais donner cet exemple, un pont s'effondre à Gênes, c'est la faute à l'Europe. Bon. Why not? Moi je pense que ça serait plus simple de l'attribuer à Dieu quand même, qui a une responsabilité plus nette dans cette affaire. Bon. C'est la logique du bouc émissaire, enfin, d'une certaine façon. Et de l'autre côté, c'est que sociologiquement, vous aviez un adversaire situé, le patronat, la bourgeoisie, et cet adversaire se dissout par le haut, ça devient le système,
Et se dissout par le bas, ça devient tous les autres, le regard des autres, le jugement des autres. Il est à la fois au plus loin de soi et au plus près de soi, et d'une certaine façon, il n'est plus socialement situé. Ce qui fait d'ailleurs qu'il n'y a pas... L'agrégation des travailleurs crée un mouvement social, l'agrégation des discriminés, des gens victimes d'injustice, ne crée pas de mouvement. Pire que ça, comme l'avait écrit un sociologue belge, toutes les victimes sont concurrentes. Vous avez toujours intérêt à démontrer que vous êtes plus discriminé que les autres. Il y avait, je prends cet exemple parce qu'il est extrêmement, il en est caricatural. Il y a eu en France un projet de loi contre le harcèlement de rue. C'est-à-dire, un type me fait des réflexions obscènes, enfin moi ça m'arrive peu, mais un type fait à une jeune femme des réflexions obscènes dans la rue, elle peut l'identifier, elle peut porter plainte pour harcèlement de rue. Il y a des organisations qui ont dit c'est un truc anti-musulman. Parce qu'en réalité, je pars, alors c'est complètement dingue, je pars de l'idée que les harceleurs étant plutôt des garçons de banlieue musulmans, c'est contre eux qu'on va porter plainte pour les stigmatiser encore une fois. Donc la question c'est qui est plus victime? Vous voyez le genre de truc. Voilà, bon, et tout ça se termine dans une ville d'Allemagne de l'Est, enfin, si je peux me permettre, dans ces mécanismes. Donc, c'est pas vrai, il n'y aura pas d'agrégation des luttes de victimes. En même temps, le critère sur lequel repose l'égalité des chances, qui est le mérite, est un critère qui est une fiction de justice. Parce que tout le monde est attaché au mérite, mais personne ne peut le définir. Est-ce que le champion mérite son mérite? Quelle est la part du hasard? Quelle est la part... Voilà. Je suis fort en maths, est-ce que je mérite vraiment? Si, moi je suis beaucoup intéressé à l'éducation, si les résultats scolaires des élèves étaient le produit des heures qu'ils consacrent à leur travail, bon. Mais on sait tous que non. On sait tous qu'il y a toujours dans la classe un type détestable qui fout rien et qui travaille, qui réussit. Et on sait tous qu'il y a dans la classe un pauvre type qui travaille comme un malade et ça rentre jamais. Que faire? Qu'est-ce qu'on sanctionne? Vous voyez, on pourrait... Et puis d'ailleurs, on constate que, en général, quand on fait de la sociologie grossière, plus vous êtes né en haut de la société, plus vous avez de mérite, plus vous êtes né en bas, moins vous en avez. Voilà. Bon. Et donc, on est dans quelque chose qui est très troublant sur l'expérience des inégalités, je voudrais bien me faire comprendre, qui est à la fois une conscience très vive des inégalités et une très grande difficulté à les définir. Je donne cet exemple et je m'arrête là-dessus. Quand je travaillais sur les discriminations, je travaillais auprès de personnes de minorités sexuelles, issues de l'immigration, étrangers, etc. Tous me disaient, on est sûr qu'on est discriminé, mais on n'en est jamais certain. Parce qu'au fond, on est sûr qu'on l'est, parce que ça pèse dans la vie, mais à chaque incident de discrimination, on ne sait pas véritablement si ce qui nous arrive est le produit de la discrimination ou autre chose. Voilà. J'ai passé un entretien, je n'ai pas été pris. C'est probablement parce que j'étais à l'origine, mais au fond, je n'en ai jamais la preuve. Vous voyez? Alors que, pardon. Alors que, évidemment, quand vous êtes dans des inégalités de position, vous n'êtes pas dans ce problème. Vous savez quelle position vous occupez. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que ce modèle de justice, il est parfaitement incontestable. Plus nous sommes égaux, plus nous avons droit à l'égalité des chances, mais plus nous entrons dans un modèle de justice et d'égalité qui est extraordinairement paradoxal, difficile à stabiliser, qui nous conduit à attribuer aux individus, au fond, la responsabilité de leurs inégalités, mais c'est difficile d'y échapper parce que nous sommes libres et responsables. Et plus nous sommes libres et responsables, plus on va dire aux gens « tu peux si tu veux », ce qui est une phrase obscène. Moi, j'ai toujours rêvé de gagner Wimbledon. Voilà, mais je ne peux pas. Voilà, mais même en me forçant, je ne peux pas. Voilà. Donc, vous êtes dans un système qui, d'une certaine façon, a réduit les inégalités à des enjeux individuels. Alors,
c'est très bien parce que nous sommes dans des sociétés individualistes, singularistes, etc., mais qui nous conduit à des paradoxes. J'ajoute, et ça sera ma dernière remarque sur l'égalité des chances, c'est que ce modèle me paraît indispensable, mais il faut s'interroger à certains de ces paradoxes. Et je pense en particulier, et je reviens en particulier au fait que c'est un modèle plutôt de type élitiste. Et je vais prendre un exemple extrêmement simple sur la situation des femmes et des Noirs aux États-Unis. Vous savez que les États-Unis n'ont pas toujours été le pays de George Bush, de Trump, mais que ça a été un pays qui a fait des politiques extraordinairement hardies de lutte contre les discriminations, etc., bon, notamment des politiques de discrimination positive, d'affirmative action, de quotas, etc. Bien. Ces politiques ont eu des succès formidables. On peut considérer quand même que le fait que les États-Unis, le pays de l'esclavage, de la guerre de sécession et des lois de Jim Crow, ait fini par élire un président qui s'appelle Barack Obama, bon, c'est quand même pas rien. Bien. Donc ça a marché. Ces politiques ont marché. Elles ont créé une élite noire qui n'existait pas aux États-Unis. Quand vous avez l'image de ce qu'étaient les États-Unis des années 60, enfin, c'est un pays d'apartheid en clair, bon, il s'est créé une bourgeoisie noire. L'accès des femmes aux élites a été extrêmement spectaculaire. Très bien, très bien. Mais la situation moyenne des Noirs et la situation moyenne des femmes s'est dégradée. Pourquoi ? Parce que, en créant une élite noire, on a prolétarisé tous ceux qui n'appartenaient pas à cette élite et qui ne méritaient pas d'être soutenus. En créant une bourgeoisie de femmes, ce qui est une excellente chose, eh bien, on a prolétarisé les caissières, celles qui n'accédaient pas à cette élite, et on sait que la pauvreté aujourd'hui, pour 70% dans tous les pays comparables, les gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté, c'est à 70% des femmes seules dépourvues d'emploi et chargées de famille. Voilà, c'est ça, un pauvre, en fait, c'est une femme seule chargée de famille, c'est-à-dire qui n'a aucun mérite. Je veux bien me faire comprendre. Et le ghetto noir, qui était un endroit dans lequel il y avait des pasteurs, des profs, quelques médecins noirs, etc., où il y avait une petite classe moyenne noire, mais cette classe moyenne noire, elle a été exfiltrée du ghetto, qui s'est enfoncé dans ce qu'on sait et que racontent tous les films ou que raconte la série The Wire. Voilà. C'est-à-dire, vous avez d'un côté le maire, et puis de l'autre côté, des armées de dealers extrêmement pauvres, etc. Donc, il faut quand même réfléchir à ça. Ces modèles n'ont pas donné les résultats que l'on attend dès qu'on cesse de les mesurer dans l'idéal de l'accès à l'élite. J'ajoute que moi je crois que les riches préfèrent payer des impôts que de dire à leurs enfants « tu as bénéficié des grandes écoles, maintenant au nom de l'égalité des chances, tu laisses la place aux autres ». Ça, je crois qu'ils préféreront quand même payer des impôts. Et on le sait. Et on le sait. Je veux dire, les gens sont beaucoup plus résistants, les élites sont beaucoup plus résistantes à l'égalité des chances, en réalité, qu'à l'égalité des places. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Je voudrais bien préciser que je ne suis pas hostile au modèle de l'égalité des chances. Il va de soi que l'égalité des chances est un idéal de justice incontestable. Que c'est un idéal de justice profondément libéral. Le mot libéral n'étant pas une insulte. Il n'y a que les Français et les Belges qui insultent les gens en leur disant « vous êtes libéraux ». Les peuples normaux pensent que les libéraux sont des gens de gauche sympas. Voilà. Si vous dites aux États-Unis que vous êtes libéral, on dit il est à gauche sympa. En France, on vous dit c'est un quasi-facho. Enfin, je veux dire, Mélenchon demande votre décapitation immédiate. Voilà. Bon. Donc, si on laisse de côté ce vocabulaire, c'est un principe libéral fondamental. Tous les individus ont le droit d'accéder à toutes les positions sociales au nom de l'égalité des chances. Et ça peut conduire à des choses amusantes. Par exemple, au principe de l'allocation universelle. Alors, le principe de l'allocation universelle, je n'ai pas vraiment d'idée là-dessus, mais je peux rappeler
qu'il est complètement inscrit dans ce modèle de l'égalité des chances. C'est-à-dire, on en trouve l'origine chez Thomas Paine, qui avait... Thomas Paine est un Anglais américain qui a fait la Révolution française, etc. Et qui disait, voilà, la justice, c'est extrêmement simple. On prend sur la part d'héritage, on casse l'héritage, grosso modo, et on donne à chaque citoyen une allocation initiale de départ dans la vie. Avec cette allocation initiale, je sais pas, une somme quelconque, il se paye ses études, une assurance maladie, une caisse retraite, il le boit, il le fume, il va au saloon, enfin il fait ce qu'il veut. Mais une fois qu'il a eu cette allocation initiale, tout ce qui lui arrivera relèvera de sa responsabilité, on ne lui devra plus rien. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc vous êtes dans un système, et ça a été repris par des philosophes qu'on appelle libertariens aux États-Unis, qui disent, vous donnez 100 000 $ à tout jeune à 18 ans, et vous êtes quitte de toute dette. Il fera ce qu'il veut. Ce qu'il fera sera la manifestation de son mérite. Donc s'il fait fortune, tant mieux. S'il finit dans le caniveau, il n'a qu'à s'en prendre qu'à lui-même. Donc il faut faire très attention à ce genre de bons sentiments, si je peux me permettre, qui fait que vous lâchez les individus au nom de leur liberté, et une fois que vous avez acquitté cette dette initiale, on vous a offert vos chances initiales. Mais en même temps, je répète, le modèle de l'égalité des chances n'est pas un modèle contestable. Alors pourquoi je pense qu'il faudrait quand même revenir à une certaine priorité à l'égalité des places? Voilà. Alors ça peut paraître très archaïque, mais ma position serait de dire égalité des chances, d'accord, mais rappelons l'égalité des places. Rappelons, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, rappelons que pour l'école, la priorité, c'est peut-être pas que l'égalité des chances, c'est le plus haut niveau scolaire possible pour les plus faibles. Rappelons que le problème des banlieues, c'est pas simplement la mobilité sociale, c'est aussi les conditions de vie dans les quartiers. Rappelons que l'égalité au travail, c'est un enjeu essentiel et pas simplement la possibilité de circuler dans le marché du travail. Voilà, je veux dire, une fois que les gens occupent des positions, améliorer la position qu'ils occupent me paraît une bonne chose, d'autant plus que quand on fait des enquêtes, on s'aperçoit que la plupart des gens, notamment de milieux modestes, ne rêvent pas tellement d'égalité des chances. Ils rêvent surtout que l'égalité des places se transforme. Par exemple, quand je travaillais sur l'école, les parents de milieux modestes ne veulent pas forcément que leurs enfants aillent dans les grandes universités. Ils voudraient qu'ils aient un diplôme efficace avec un boulot à la sortie. Mais quand vous êtes pour l'égalité des chances, vous leur expliquez que c'est un peu minable, qu'ils ont le devoir de vouloir grimper jusqu'en haut. Je pense que c'est un modèle moins cruel que l'égalité des chances et qu'on aurait intérêt à y revenir. Alors la question qui se pose aujourd'hui, évidemment, et je m'arrêterai là, c'est qu'est-ce qui fait qu'on pourrait vouloir l'égalité des autres? Je crois que c'est la question essentielle qui se pose à nous, et que malheureusement, je crois que cette question qui est essentielle, la pensée progressiste de gauche l'a abandonnée, et ce qui fait que c'est ce qu'on appelle les populistes qui s'en saisissent. Voilà. Alors, je vais dire les choses très simplement. Je crois que ce qu'on appelle aujourd'hui les populismes, le mot ne va pas bien, mais on sait très bien ce que ça veut dire, sont des gens qui disent « nous allons recréer un sentiment de solidarité, nous allons recréer un sentiment de fraternité autour de la nation, ceux qui sont dedans, ceux qui sont dehors. On va le recréer autour de la reconstruction d'une économie nationale, d'où le thème anti-européen, et on va la recréer autour d'un chef qui incarne, un chef par hologramme qui incarne le peuple contre les élites, contre ce qu'ils appellent l'oligarchie, etc., etc. Bien. Alors, évidemment, enfin, de mon point de vue, tout ça est à la fois antipathique et absurde parce que ça ne marchera pas, mais politiquement, ça marche.
Je crois que la question qui se pose, c'est de savoir ce que l'on peut, nous les gens d'en face, proposer comme modèle de solidarité. On ne peut pas laisser cette question, la question de qu'est-ce qui vaut que je me sacrifie pour l'égalité des autres, on ne peut pas la laisser uniquement à ceux qui disent revenons à la nation telle qu'elle était, blanche, chrétienne, revenons à l'industrie nationale qui fait qu'on on boira de la bière belge chauffée par du charbon belge en roulant dans des voitures belges, qui n'existent pas. Voilà. Donc tout ça n'est pas raisonnable. Il n'empêche que ça marche, politiquement que ça marche, parce qu'on n'a pas véritablement d'alternative. Je crois donc que la question qu'il faudrait se poser aujourd'hui, avant même la question de l'égalité, c'est la question du commun. C'est la question de savoir ce que nous pouvons avoir en commun qui mérite que l'on sacrifie quelque chose pour l'égalité des autres. Mais si on n'a pas le sentiment d'avoir quelque chose en commun, il est évident qu'on ne fera pas de sacrifice pour l'égalité des autres. Voilà. Et ça, c'est une question qui est un retour de la question durkheimienne, au fond, en sociologie, qu'on n'attendait pas, mais qui me paraît essentielle et sur lequel on est extraordinairement désarmé. Extraordinairement désarmé. On n'a pas grand-chose à dire. Peut-être qu'il y aurait des choses à faire, en particulier sur le thème de la reconnaissance. Je crois que le problème de la reconnaissance, ce n'est pas la reconnaissance des différences. Pourquoi on reconnaîtrait les différences ? Parce qu'on les reconnaît en général parce qu'on n'en a rien à faire. Bon, je veux dire que dans les aéroports, la différence ne me pose aucun problème, je m'en fous. Voilà. Et les autres s'en foutent aussi, d'ailleurs, ça va extrêmement bien. Le problème, c'est de savoir ce que nous reconnaissons. Le problème, c'est de savoir que nous reconnaissons la différence si nous affirmons d'abord ce que nous avons en commun. Donc le problème de la reconnaissance sur lequel on se laisse embarquer n'est pas tellement de savoir ce qu'on reconnaît comme différence, mais ce qu'on reconnaît comme commun qui fait que la différence n'est pas un problème. Ça change tout, si je peux me permettre. Donc, et ça, les populistes, d'emblée, embraillent là-dessus, en disant on ne veut pas les différences parce que ce n'est pas du commun. Mais nous, il faut qu'on dise non, il y a du commun qui fait que les différences sont possibles. Et donc là-dessus, nous avons quand même de vraies questions à nous poser. Il y a des questions plus techniques. Comment avoir un sentiment de solidarité quand vous êtes, comme en France ou en Belgique, dans un système dans lequel les prélèvements sociaux et la redistribution sociale atteignent à peu près la moitié de la richesse produite, et que ce système est parfaitement illisible, au point qu'il faut que des travailleurs sociaux en deviennent les experts pour savoir comment ça marche. Comment voulez-vous avoir un sentiment de solidarité? C'est quand vous payez des impôts, vous pouvez dire « je ne sais pas à quoi ça sert », et quand vous recevez des subsides ou des aides sociales, vous pouvez dire « on ne me donne jamais rien ». Donc tout le monde se sent grugé, tout le monde va détester tout le monde. Peut-être qu'on aurait des enjeux techniques là-dessus. Quand mes étudiants de Bordeaux me disaient « on ne vient pas en cours parce que les études c'est gratuit », j'ai eu beaucoup de mal à les convaincre que ce n'est pas parce qu'ils ne payaient pas que les études étaient gratuites, elles coûtaient 6 000 € par an. Bon. Et vous dites, ah ouais, ça on en apprend de belles. Ben ouais, quand même. Enfin, je ne suis pas pour que les études soient payantes, mais que je voudrais que les étudiants pour lesquels elles sont gratuites comprennent qu'elles ont été payées et qu'ils doivent quelque chose à d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il me semble qu'il y a là-dessus des chantiers pour reconstruire un sentiment d'égalité, de valeur de l'égalité. L'égalité, c'est mieux, c'est plus pacifique, c'est plus paisible, c'est meilleur pour la santé, comme Wilkinson l'a montré. Mais encore faut-il trouver les ressorts qui font que l'égalité soit désirable. Et je crains qu'aujourd'hui, derrière des grands appels à l'égalité, qui ne coûtent rien, l'égalité ne soit pas si désirable que ça. Je vais prendre un exemple extrêmement simple et je vous promets de m'arrêter. Il y a eu en France des mouvements contre un algorithme d'orientation des étudiants vers l'université, qui s'était abat à la sélection, mais personne n'a mis en cause la hiérarchie des universités, des filières, des grandes écoles, c'est-à-dire que le bon vieux système d'inégalité n'a pas été contesté, tout en agitant du abat à la sélection, 81% des étudiants choisissant par ailleurs des filières sélectives. Voilà le genre de problème dans lequel nous sommes. Je vous remercie d'avoir eu la patience de m'écouter.